Eh ben, bonjour à tous. Donc la première chose, je vais peut-être me présenter. Donc, voilà, je suis Yannick Privat, je suis professeur à l'école des mines de Nancy. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est cet établissement. Donc c'est une école d'ingénieurs qui s'intègre, donc qui fait partie du réseau des grandes écoles et qui s'intègre sur le concours mine-pont après 2 années de classe prépa principalement. Et donc aujourd'hui, effectivement, je suis là pour vous parler de liens entre les mathématiques et d'autres disciplines autour de la question des formes optimales qui constitue, je dirais, essentiellement mon sujet de recherche principal. Donc c'est peut-être un peu mystérieux pour l'instant de quoi il retourne, mais je vais essayer de vous détailler ça. Alors justement, en axant ma présentation à la fois sur des problèmes millénaires, et puis justement, donc vous allez voir qu'ils sont assez simples à énoncer, assez simples à comprendre, en revanche difficile à résoudre. Donc je vais essayer de vous donner des indices justement pour vous montrer que ce sont des problèmes qui ont mis beaucoup de temps avant de trouver des ébauches de solutions. Et je vous expliquerai aussi en quoi peut s'appliquer ce type de recherche à l'heure actuelle. Alors en fonction du temps que j'aurai et de si je suis plus ou moins bavard, mais à la recherche, disons, médicale. Alors j'allais dire aussi, n'hésitez pas à poser des questions pendant l'exposé, vous pouvez lever la main ou intervenir, voilà, si vous avez des questions, et puis de toute façon vous pourrez également en poser à la fin, mais n'hésitez pas à le faire pendant l'exposé. Alors, juste pour débuter, donc, peut-être vous pouvez me redire, il me semble avoir devant moi une classe de BTS ou de terminale, et ou de terminale BTS et première, pardon. Alors, pareil, les mathématiques appliquées, donc ce dont vient de parler mon collègue, qu'est-ce qu'on appelle mathématiques appliquées? On pourrait dire de façon un peu simpliste que ce sont tous les outils mathématiques, toutes les théories mathématiques qui ont vocation à s'appliquer à certains domaines. Alors, parmi les domaines auxquels on peut penser, alors il y en a vraiment pléthore, vous pouvez penser à la physique, vous pouvez penser à la biologie, vous pouvez penser à la santé, mais vous pouvez aussi penser à l'économie, vous pouvez penser aux sciences humaines d'une façon générale. Sur cette petite carte là que vous voyez, donc c'est une espèce de cartographie, sûrement très incomplète, mais des sous-domaines des mathématiques. Alors vous voyez que tout en haut à gauche vous avez les fondations, pour le dire rapidement, tout ce qui relève de la logique. Vous avez ce qu'on appelle les mathématiques pures, et juste en face, alors ce ne sont pas les mathématiques impures, ce qu'on appelle les mathématiques appliquées. Donc alors déjà la première chose, c'est que vous voyez qu'il y a une frontière poreuse entre les deux, c'est-à-dire que des outils de mathématiques fondamentales peuvent évidemment servir en mathématiques appliquées. Et donc l'idée, c'est simplement que les mathématiques appliquées, ce sont des outils mathématiques qui sont utilisables de façon directe dans l'étude des modèles, je vous dis, physiques, biologiques, en santé, en ingénierie et que sais-je. Les outils mathématiques, ce qu'on appelle les mathématiques fondamentales, alors vous avez par exemple certains sous-domaines de la géométrie qui sont très pointus et qui ne sont pas directement applicables. Pour autant, évidemment, ça ne signifie pas qu'un jour ou l'autre, on ne pourra pas s'en servir pour des applications réelles. Cette carte, elle a surtout vocation à vous montrer que les domaines des mathématiques, je vous dis, il n'y a pas des frontières nettes entre les domaines, il n'y a pas d'un côté, les mathématiques appliquées, une grosse frontière, et les mathématiques fondamentales. Donc ce que je vous présente ici, il y a des aspects, en tout cas ça revêt à la fois des aspects de recherche fondamentale, donc plutôt les premiers sujets dont je vais vous parler, et ensuite vous verrez que ça s'applique à des sujets vraiment beaucoup plus concrets. Alors, ce dont je vais essayer de vous parler, donc je vais essayer de vous montrer que ce type de recherche autour des formes optimales, donc je vais vous préciser dans un instant de quoi il s'agit. Déjà, la première chose, c'est qu'en observant la nature, en tout cas, il y a des questions assez naturelles qui peuvent émerger. Je vous expliquerai ensuite un problème vraiment qui remonte à l'Antiquité, qui s'appelle le problème de la reine Didon, qui est un peu le premier problème autour des formes optimales connues, qui est en gros un problème précurseur, et je vais tout de suite vous expliquer un peu le sens de mon message. C'est que c'est un problème qui est extrêmement simple à formuler. Vous pouvez croiser n'importe qui dans la rue qui n'a jamais fait de maths de sa vie et lui expliquer le problème, il sera en mesure de le comprendre.
En revanche, la résolution, ce qui me paraît intéressant, c'est que la résolution de ce problème, eh bien, elle est relativement récente, elle date du XXe siècle pour la résolution complète, avec, je vous en parlerai aussi au XIXe siècle, des progrès vraiment significatifs. Mais voilà, pour vous dire une question élémentaire, extrêmement simple, avec une réponse d'ailleurs qu'on connaissait dès le début, mais la simple preuve a mis énormément de temps à émerger. Et donc, je vous dis, exemple typique de problème fondamental, et donc, pour les applications, je vais essayer de vous parler donc, de deux applications qui ont plutôt un lien avec des enjeux de santé. Donc, une application autour des moustiques. Donc, voilà, je n'en dis pas plus, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et puis une deuxième application autour de la nage optimale. J'espère avoir le temps de vous en parler. Je vous dis, ça dépendra de si je suis plus ou moins bavard. Donc, je démarre tout de suite. Donc, juste pour revenir au transparent précédent, voilà, le message que je veux aussi délivrer, c'est que, encore une fois, là, vous allez voir qu'un problème simple a mis des siècles avant d'être résolu. Effectivement, maintenant qu'on est au XXIe siècle, il y a eu un tas d'outils qui ont été développés au cours du XXe siècle, donc les outils informatiques, et donc on ne fait plus forcément des mathématiques appliquées comme on pouvait les faire à une certaine époque. C'est-à-dire que maintenant, une grande question en mathématiques appliquées est de savoir comment utiliser l'outil informatique de façon parfaitement rigoureuse pour essayer d'apporter des solutions concrètes aux problèmes qu'on peut se poser. Donc je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, juste un exemple sur lequel je vais passer assez rapidement, mais voilà, pour vous donner un peu l'idée. Donc, dans optimisation de forme, vous entendez deux mots. Vous entendez optimisation et forme. L'optimisation, c'est le fait de chercher à minimiser ou maximiser quelque chose, donc ce qu'on appelle un critère. Et puis, les formes, donc ça veut dire que l'inconnu est une forme. Je peux tout de suite vous donner un exemple très concret. Quand vous prenez l'avion, quand vous avez envie de faire voler un engin, donc encore une fois, les applications que je vais vous donner, ce n'est pas des applications, enfin, d'une certaine façon de la vie de tous les jours, mais c'est quand même des applications issues de l'ingénierie ou de la physique ou de la biologie. Quand vous avez envie de faire voler un avion, donc une question que doivent se poser les ingénieurs qui conçoivent l'avion est la forme des ailes de l'avion. La forme des ailes d'avion, en gros, elle doit être conçue de façon à minimiser certains frottements. Mais par exemple, il y a certains frottements qui sont quand même bénéfiques pour l'avion. Il y a des frottements, ceux qui viennent du bas, qui permettent quand même d'avoir une bonne stabilité des ailes. Donc la question, c'est est-ce que, par exemple, pour avoir le meilleur design possible d'ailes, est-ce qu'il faut donner la forme la plus aérodynamique? Probablement pas, parce que justement, il faut aussi que l'avion soit stable dans les airs. S'il est toujours en train d'osciller, de bouger, ça posera des problèmes de confort et des problèmes de stabilité de l'engin. Donc typiquement, bonne question à laquelle on n'a pas complètement la réponse, parce que c'est des problèmes qui sont extrêmement complexes. Est-ce qu'on est capable de trouver le meilleur profil d'une aile d'avion ou plus généralement d'une aile d'un engin qui est destiné à voler, que ce soit un drone, que ce soit un satellite, que sais-je, un engin spatial plutôt, pardon. Donc voilà, quel est le meilleur design que l'on peut trouver? L'optimisation de forme, c'est ça, c'est donc une science qui s'intéresse, un sous-domaine des mathématiques qui s'intéresse à déterminer les meilleures formes possibles, on pourrait le dire comme ça. Meilleur ne veut rien dire en soi, évidemment, il faut pouvoir se donner un critère, il faut pouvoir dire meilleur par rapport à quoi. Alors je vous donne tout de suite un petit exemple qu'on trouve dans la nature. L'exemple, je vous le donne parce qu'il permet d'introduire naturellement ce type de questions. En revanche, je crois que la pertinence de ce que je vais vous dire est encore discutée, notamment par les biologistes. Mais donc, faisons comme si, moi je ne suis pas biologiste, donc achetons cette explication. Donc la question, c'est celle des alvéoles construites par les abeilles. Donc vous voyez une jolie image ici. Quelle est la forme de ces alvéoles ? Hexagonale, voilà. Donc un hexagone, souvenez-vous, un polygone, à 6 côtés. Et donc une question qui a vraiment, alors pareil, le genre de question dont la réponse était connue depuis l'Antiquité, mais qui n'a été rigoureusement résolue qu'en 1999, donc c'était hier. C'est la question suivante. Si on admet, avec par exemple un argument type théorie de l'évolution, si on admet, je vous dis ce qui est tout à fait contestable, mais que la forme des alvéoles construites par les abeilles, cette forme, elle cherche à minimiser la quantité de matériaux tout en maximisant l'air pour pouvoir stocker le plus de choses à l'intérieur. Donc en maximisant, donc vous cherchez un domaine, une forme qui va avoir l'air la plus grande tout en ayant donc un périmètre le plus petit possible, parce que le périmètre, concrètement, ça va être les parois, et donc vous voulez minimiser en gros le nombre de joints entre deux carreaux, quoi.
D'accord? Donc la question est la suivante. Alors par ailleurs, il y a une autre contrainte, c'est que ces formes, elles réalisent un pavage. Donc vous avez besoin, vous voyez, vous avez 3 contraintes. Vous voulez paver le plan. Donc un pavage, hein, encore une fois, c'est une construction qui est faite à partir de formes qui sont identiques. Vous voulez paver le plan, vous voulez avoir l'air la plus grande possible à l'intérieur de chaque petit alvéole et vous voulez minimiser le périmètre. Quelle est la réponse? Quel est le domaine qui fait le mieux? Eh bien, c'est justement la structure hexagonale. Et donc, encore une fois, question, pareil, assez élémentaire, qui n'a été résolue très rigoureusement qu'en 1999 par un mathématicien qui s'appelle Thomas Hales. Voilà, qui a formulé un résultat vraiment très puissant sur les pavages optimaux. Donc voilà, un premier exemple issu de la nature. J'en viens maintenant à vous parler du problème de la reine Didon. Donc c'est voilà, un problème, je vous dis, qui moi m'intéresse beaucoup parce que je pense que même du point de vue de l'histoire des mathématiques, c'est vraiment intéressant et même ça nous apprend des choses aussi sur la démarche en mathématiques. Je vais vous expliquer. Le problème de la reine Didon est le suivant. Donc problème qui s'inspire de la légende de la reine Didon, donc la légende de la reine Didon. Donc au IXe siècle avant Jésus-Christ, cette légende raconte que Didon débarque sur les côtes de l'actuelle Tunisie pour y fonder la cité de Carthage, qui à l'époque s'appellera Byrsa. Et elle va demander au chef local un bout de terrain. Et le chef local, un petit peu pour se moquer d'elle, lui donne une peau de bête, une peau de bœuf, en lui disant je te donne le terrain que tu seras capable d'enclore avec cette peau de bœuf. Donc, autrement dit, le terrain que tu pourras délimiter avec cette peau de bœuf. Donc, évidemment, exercice difficile. La légende raconte que, néanmoins, la reine Didon a découpé de façon très astucieuse cette peau en de très fines lanières, et puis qu'elle a atteint la longueur record de 4 km. Donc, elle a une espèce de grande lanière de 4 km. Et la question qu'elle se pose, donc elle a cette lanière. Alors, à votre avis, que va représenter justement cette lanière par rapport à la future cité de Carthage? Exactement, ça va déterminer son périmètre. Et donc la question qu'elle se pose, évidemment, son intérêt, c'est d'avoir le terrain le plus grand possible, le territoire le plus grand possible. Donc elle va vouloir maximiser la surface du domaine, tout en connaissant son périmètre. Et alors il y a encore une autre contrainte. Alors je ne sais pas si c'est pertinent ou pas que je dessine, je peux. Quand même avoir ce qu'il faut. Ouais, de toute façon. Je ne me déplace jamais sans. L'autre contrainte qu'elle avait, c'est qu'elle voulait avoir un accès à la mer pour pouvoir réaliser ensuite des échanges commerciaux. Donc la petite contrainte supplémentaire, c'est que, pour le dire vite, il y a un segment, donc le vis-à-vis avec la mer, qui est contenu dans le domaine. Et donc vous voyez, elle a un domaine, je ne sais pas quelle forme il doit avoir, mais en tout cas, ça c'est la lanière qui doit faire 4 km, et elle se pose la question, quel est le domaine qui va réaliser la meilleure aire possible? Ça paraît simple comme question. Et donc, cette question, en fait, elle a été résolue, c'est pareil, enfin du moins, résolue, non, mais en tout cas, la réponse était connue depuis l'Antiquité. À votre avis? Oui? Non? Oui, c'est ça. En tout cas, alors un demi-cercle, ça dépend de la longueur du segment, mais effectivement, un morceau de cercle, ou en tout cas des bouts de cercle recollés entre eux pour le problème tel que je viens de le poser. Oui, effectivement. Et un demi-cercle, si on autorise justement le vis-à-vis à varier. Et donc, effectivement, la question était bien... Vous avez une question? Alors, je vous le réexplique. Donc en fait, la reine Didon, en débarquant, je vous dis, on lui a donné une peau de bœuf et elle devait délimiter un territoire. Et donc, elle l'a découpée, donc cette peau de bœuf, voilà, elle en a fait vraiment, en recollant entre elles des lanières, elle en fait une espèce de corde de longueur 4 km. Et donc la question c'est, donc le chef local lui dit, je te donne le territoire que tu pourras enclore, que tu pourras entourer avec cette corde, avec cette lanière. Et donc la question c'est, elle, son intérêt c'est d'avoir le territoire le plus grand possible, donc elle veut, elle veut maximiser l'aire du domaine, vous êtes d'accord? Mais en même temps elle a une contrainte, c'est qu'elle ne pourra pas faire plus que ce qu'elle pourra entourer avec sa corde.
Donc elle connaît, d'une certaine façon, elle connaît le périmètre du domaine. Donc on pourrait dire que le périmètre, il vaut 4 km. Et ici, j'exagère un tout petit peu parce qu'en fait, dans le périmètre, il y a aussi un vis-à-vis avec la mer. Elle veut pouvoir réaliser des échanges commerciaux. Donc en plus, j'ajoute comme contrainte que ce petit segment-là, celui qui est là, il doit faire partie de la frontière du domaine. Il doit faire partie de la frontière du territoire de la Reine Didon. Et donc quand on met ça bout à bout, bah, vous voyez, ça fait un problème qui n'est pas si compliqué. On veut, enfin en tout cas à énoncer, hein, on veut maximiser l'air, le périmètre est donné, et puis il y a un vis-à-vis avec la mer pour pouvoir réaliser des échanges commerciaux. Et donc voilà, quelle est la bonne forme? Et donc effectivement, la meilleure forme possible, c'est, disons, un demi-cercle, ou en tout cas une frontière qui est composée de morceaux de cercle. Et donc ça paraît relativement, enfin la forme en tout cas, elle paraît relativement élémentaire. Alors c'est des choses qu'on peut tester. Donc typiquement, tout à l'heure, votre camarade disait un polygone, on peut tester justement, c'est assez facile de faire des calculs à la main. On peut tester que donne un carré, que donne un triangle, que donne un hexagone, etc. Et puis on peut comparer justement avec l'air par exemple d'un demi-disque. Et donc on peut facilement se rendre compte en faisant des essais comme ça que l'air d'un demi-disque fera mieux que toutes les formes qu'on peut imaginer. Mais ça, c'est pas du tout une preuve. Évidemment, on pourrait imaginer des choses voilà, complètement tarabiscotées pour lesquelles c'est pas complètement évident de calculer l'air, par exemple, ou de pouvoir comparer avec celle du cercle, enfin celle du disque, du demi-disque. Donc voilà la question, comment faire ça? Donc, je reviens juste au problème de la Reine Didon. Je vous le formalise mathématiquement, mais ne prenez pas peur. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc je vous dis, là, c'est plus ou moins ce que j'ai écrit au tableau. On veut maximiser l'air, sachant que le périmètre est donné. Pour pointer du doigt la difficulté mathématique, c'est que ici, l'inconnu est une forme. Une forme, si vous voulez, vous pouvez l'interpréter comme une infinité de points. Donc c'est comme si vous aviez une espèce d'équation à résoudre, mais avec une infinité d'inconnus. Donc vous comprenez que à traiter mathématiquement, c'est vraiment, c'est pas simple, quoi. Il faut développer une théorie, quoi. Disons que les outils qu'on connaît habituellement ne permettent pas de le faire. Là, vous avez, alors vous apprendrez peut-être ça plus tard, ça s'appelle un objet de dimension infinie. En tout cas, c'est un objet justement qui est une forme, c'est un objet qui est compliqué à manipuler du point de vue mathématique. Et donc la réponse à ce problème, donc je vous dis, elle a été fournie. Alors, disons au XXe siècle, mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. La réponse, elle est donnée par une inégalité. Alors, j'ai écrit universelle pour dire qu'elle est toujours vraie, cette inégalité. Vous pouvez vous amuser, hein, pareil, à vérifier ça avec des formes. Je vais l'écrire ici. Vous prenez l'air de n'importe quoi. Donc, moi, je l'ai appelé oméga. Mais voilà, vous prenez l'air de n'importe quel domaine, oméga. Tout ce que vous voulez. Et bien, vous pourrez vous amuser à vérifier, mais l'air d'un domaine oméga, c'est toujours plus petit que le périmètre au carré. Et puis vous avez une constante de vent, qui est 1 sur 4pi. Et vous pourrez vous amuser à prendre n'importe quel domaine, vous pourrez le trouer, vous pourrez en mettre des petits morceaux un peu où vous voulez. Cette inégalité sera toujours vraie. C'est ce qu'on appelle une inégalité universelle. Arrêtez-moi hein, si c'est pas clair. Ça va? Donc, c'est une inégalité qui s'appelle d'ailleurs, qui porte le nom d'inégalité isopérimétrique. Et alors, pourquoi ça donne la réponse? Alors voilà, c'est la partie la plus mathématique de l'exposé. Peut-être d'ailleurs, je vais peut-être même le faire ici. Pourquoi ça donne la réponse? Donc, imaginez que ce soit vrai, là, ce que je viens d'écrire. Imaginez que cette inégalité soit vraie. Est-ce qu'on peut essayer de faire le calcul, par exemple, pour un disque? On écrit ce que valent de chaque côté de l'inégalité les quantités. Pour un disque, alors voilà, je vais voir si vous avez bien révisé. Quel est l'air d'un disque de rayon R? Presque. Presque. Pierre carré. Pierre carré d'un côté. Et le périmètre, justement? 2 pi R. Donc le périmètre au carré, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est 4 fois pi au carré fois R. Alors regardez, j'écris d'un côté ce que j'ai, et de l'autre côté, j'ai 4 fois pi au carré fois R au carré. D'accord?
Et donc ici, vous voyez que devant, j'ai divisé, enfin, j'ai un 1 sur 4 pi. Voilà. Donc, pour vous faire réviser le calcul de fraction, donc vous voyez qu'ici, je peux simplifier pi ici avec le carré, et puis le 4 ici. Et vous voyez que vous avez la même chose des deux côtés de l'égalité, enfin de l'inégalité. Vous êtes d'accord? Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'interprète? Regardez, pourquoi ça vous donne la réponse ici au problème de la reine Didon? Parce que imaginez que le périmètre soit connu. D'accord? Le périmètre, il vaut 4. Donc si le périmètre vaut 4, ça veut dire que R vaut je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je sais trouver R facilement, enfin le rayon à partir du périmètre. L'R, donc, elle est plus petite que quelque chose. Elle est plus petite que 1 sur 4 pi fois 4 au carré. D'accord? On s'en fiche, c'est un certain nombre. Là, donc, si je me rends compte que pour un disque, l'air est égal exactement à ça, bah, c'est gagné. Ça veut dire que le disque a l'air la plus grande possible parmi tous les objets, enfin, parmi tous les domaines de périmètre 4. Vous êtes d'accord ou je réexplique? C'est bon? Donc, tout ça pour vous dire que cette inégalité, en fait, elle donne la réponse au problème. Et alors, quand je dis elle donne la réponse au problème, j'exagère un peu parce que je n'ai pas du tout pris en compte le vis-à-vis avec la mer. Cette inégalité, en tout cas, elle vous dit que si vous regardez les domaines, si vous regardez les régions qui ont un périmètre de 4 km, le meilleur, enfin la région qui a la plus grande aire, parmi toutes les régions qui ont un périmètre de 4 km, c'est un disque. Vous ne ferez pas mieux que le disque. Ça va? Alors, donc je vous dis, cette inégalité, en fait, elle a été obtenue, disons, dans sa version la plus générale, ça date du milieu du XXe siècle. Donc autant dire que c'est voilà, vraiment très récent. Bah, ça, c'est plus ou moins le calcul que je viens de vous faire, donc je passe. Et donc, ce qui m'intéresse surtout ici, donc je vous dis, voilà, pour l'instant, si je dois synthétiser ce que je viens de vous raconter, vous avez un problème qui met en jeu des formes. La réponse, elle est donnée par une inégalité, ça paraît pas évident, mais en fait, d'après ce que je viens de vous dire, voilà, le périmètre étant fixé, l'air est toujours plus petit que quelque chose, et ce quelque chose, il est exactement atteint lorsque la région est un disque. Donc finalement, j'ai résolu d'une certaine façon le problème. Sous réserve que l'inégalité ici soit vraie, je sais dire que le disque, c'est le meilleur possible. Et donc, pourquoi c'est intéressant la preuve? Parce que justement, je pense que c'est quelque chose que vous avez peu le temps de faire dans vos études, mais ce qui me paraît intéressant, c'est que justement, il y a plusieurs composantes dans l'histoire de la preuve qui sont, à mon avis, des étapes absolument nécessaires quand on cherche à résoudre un problème en mathématiques, ou d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines, je dirais en sciences, d'une façon générale. La première chose, c'est qu'il faut faire des essais, il faut tester. Donc justement, là, au début, on avait un problème, on ne sait pas trop comment l'aborder, on teste avec plein de formes possibles. C'est en gros ce qu'on a fait au moment de l'Antiquité. J'exagère un peu, mais voilà. Donc Zénodore, par exemple, il s'est démontré, c'est au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc longtemps après la formulation du problème de la reine Didon, mais lui, il s'est démontré justement, il sait dire en gros ce qui se passe lorsqu'on considère uniquement des polygones. D'accord, des polygones avec un nombre fixé de côté, il s'est donné la réponse. Chose intéressante quand même, il y a eu des brillants mathématiciens scientifiques, je dirais d'une façon générale à travers les siècles, qui n'ont pas su résoudre ce problème. Jusqu'au XIXe siècle, quand même fait intéressant, parce que, encore une fois, un problème bien connu et que beaucoup de scientifiques ont cherché à résoudre. Donc jusqu'au XIXe siècle, on ne sait pas faire. Et donc, autre point intéressant dans la recherche, dans la démarche en mathématiques, c'est les erreurs. Oui, forcément, si vous voulez construire un raisonnement, très souvent, vous pouvez être amené à vous tromper, et surtout, vous apprenez beaucoup de vos erreurs. Et je trouve que ça, c'est une belle illustration, parce que donc, il y a un mathématicien suisse qui s'appelle Steiner, au XIXe siècle, alors, je ne sais pas du tout, vous ne devez pas savoir comment ça fonctionne la recherche, d'une façon générale, mais quand vous avez trouvé quelque chose, quand vous pensez que vous avez une bonne idée, la première chose, c'est que vous l'écrivez. Donc, vous écrivez ce qu'on appelle un article de recherche pour formaliser votre idée. Et ensuite, on ne vous croit pas sur parole, c'est-à-dire que vous l'envoyez dans un journal, et le journal, il va mandater des experts qui vont être chargés de relire le papier, l'article, et qui vont être chargés de donner un avis. Et l'avis, ça peut être, il peut porter sur plusieurs choses, il peut dire déjà c'est juste ou c'est faux, mais il peut dire aussi c'est intéressant ou c'est pas intéressant, ou bien il manque des choses, il faudrait compléter, etc. Donc c'est ce qui s'est passé avec Steiner, qui a
rédigé, il a trouvé une démonstration qui est assez magnifique, qui est très très géométrique, et donc il a publié une démonstration. Donc ça veut dire que des experts ont dit oui, oui, c'est correct. Mais en fait, on s'est rendu compte, bien plus tard, on s'est rendu compte que son argument, sa preuve, elle était fausse. Et ça tient à quelque chose vraiment de très bête auquel maintenant en mathématiques on est vraiment sensibilisé. Ce n'était pas du tout le cas au XIXe siècle. Ce qu'il a fait en fait, très précisément, ce qu'il a démontré, c'est que, alors ça va vous paraître idiot, s'il existe un meilleur domaine, s'il y a bien un meilleur domaine pour le problème de la reine Didon ou le problème, disons, ce qu'on appelle isopérimétrique d'une façon générale, s'il y a un meilleur domaine, c'est forcément la boule. Oui, mais y a-t-il un meilleur domaine? Alors, a priori, je pense que vous pourriez être amené à vous dire, bah, je ne sais pas, c'est évident, si on en cherche un, c'est qu'il y en a un. Bah, pas du tout. Pas du tout. Il y a des situations qui sont vraiment complètement chaotiques en maths, dans lesquelles ce qui pourrait se passer, c'est que vous pourriez considérer un domaine en disant, bah oui, tiens, c'est le meilleur, et vous pourriez, il se pourrait que, à partir de n'importe quel domaine, vous soyez capable de le modifier vraiment à chouïa pour que son R, le périmètre soit toujours le même, mais que son R soit meilleur. Donc vous imaginez, vous auriez une situation, n'importe quoi, hein, un truc comme ça par exemple, où vous diriez, hop, voilà, un machin comme ça, et donc vous diriez, bah, je sais pas, je vais modifier légèrement, j'en sais rien, hein, comme ça, je vais faire des petites oscillations par-dessus, de sorte que bah, la taille de ce truc-là, ça va être la même taille que ce truc-là. Donc j'aurai le même périmètre, et pour autant, l'air, elle sera meilleure. L'aire de ça, c'est plus grand que l'aire du premier domaine que j'ai dessiné. Ben, ça se pourrait, ça. Et c'est une espèce de phénomène, une pathologie en mathématiques qui arrive assez souvent, et à laquelle on ne pensait pas du tout à cette époque-là. Et donc voilà, il a publié, donc, je vous dis, il a publié cette preuve qui s'est avérée être fausse, et qui a été corrigée ensuite par des mathématiciens plus contemporains, donc Weierstrass, et donc je vous disais au milieu du XXe siècle, par un mathématicien italien qui s'est beaucoup intéressé à ces questions, qui s'appelle De Giorgi. Mais donc voilà, Steiner s'est trompé, et je vous dis, il s'est trompé, et surtout il a berné beaucoup de monde, hein, parce que sa démonstration a bien été publiée. Alors je vais justement revenir sur sa démonstration, parce que en 3 étapes, je ne vais pas, encore une fois, hein, il n'y aura pas de formule ou quoi que ce soit, mais je vais juste vous expliquer en quoi consiste sa preuve, et bah, vous me direz après si vous voyez qu'il y a bien une petite erreur, un petit oubli. Ce n'est pas vraiment une erreur, c'est un oubli dans sa preuve. Alors, imaginez donc qu'il existe bien une meilleure forme possible. Donc encore une fois, l'erreur se cache exactement là. Donc imaginez, il existe une meilleure forme possible au problème. Je veux maximiser l'aire d'un domaine, connaissant son périmètre. Alors, regardez la figure que vous avez là. Donc, si vous prenez n'importe quel point, prenez 2 points, là je les ai notés P et Q, dans le domaine, bah forcément le segment il est dedans, tout entier. Pourquoi? Bah, regardez sur le dessin, là je vous ai dessiné une situation dans laquelle les 2 points, il existe des points du segment. Alors je ne sais pas si vous voyez ou pas, si j'utilise le curseur. Ouais. Donc ici vous voyez que tous les points ici en rouge ne sont pas dans le segment que j'ai dessiné. Vous êtes d'accord? Bah, regardez, je fais une petite symétrie ici. Hein, donc le domaine vide ici, je le symétrise de l'autre côté et je le remplis. Est-ce que vous êtes d'accord que cette longueur-là, puisque j'ai fait une transformation purement symétrique, cette longueur-là, elle est égale à celle-ci? Donc le périmètre n'a pas bougé. La longueur du bord du domaine est exactement la même qu'avant. Bon. Mais pour autant, vous êtes d'accord que l'aire, elle a augmenté. Parce que cette petite portion ici, là, sous le segment, eh ben, je l'ai même en double. Donc l'aire, elle est meilleure. Donc vous voyez que si vous partez d'une situation dans laquelle, si vous prenez 2 points, il n'y a pas tous les points, enfin, il n'y a pas tous les points du segment qui sont dedans, ça ne marche pas. Et donc ça peut pas être une bonne solution. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, du point de vue mathématique, on appelle ça de la convexité. Ça veut dire en gros que vous n'allez considérer que des domaines qui vont être des patatoïdes. Un domaine qui serait comme ça ne fonctionne pas. Parce que voilà, typiquement, dès que vous avez ça, vous pouvez trouver des points qui ne seront pas à l'intérieur du domaine, en considérant des segments dont les extrémités sont des points du domaine. Ça va ou pas? Oui? Ah bah là, alors, ça se fait pas par calcul. Ça se fait vraiment par raisonnement. Là, ici, vous voyez que dans le raisonnement que je vous donne,
vous n'avez pas besoin de connaître l'air. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous avez grignoté, enfin vous avez rajouté un petit morceau ici qui a une aire positive, quoi. Donc ici, dans le raisonnement que je vous donne, il n'y a pas de calcul, justement. C'est justement un des points qui fait que cette démonstration, elle est assez jolie. Donc, première chose, encore une fois, vous avez plutôt des patatoïdes. Vous n'avez pas des formes comme celle-ci. La deuxième étape, c'est, alors maintenant, on regarde des points sur le bord. Donc ici, un point que j'appelle P, ici, un point que j'appelle Q. Et en fait, je vais couper le domaine en deux. Et comment je vais le couper? Ben, je me débrouille pour que, je vais utiliser de la couleur. Alors, ce n'est pas du tout le cas sur ce que je viens de dessiner, mais je me débrouille pour que la longueur là, qui est ici, ce soit la même que la longueur qui est en dessous. D'accord? Donc, en gros, je coupe le périmètre en deux. Ça va ou pas? Donc, j'ai coupé le périmètre en deux, et donc j'ai deux domaines qui débarquent. J'ai un domaine, je ne sais pas, que j'appelle oméga 1 et un autre oméga 2. Est-ce que vous êtes d'accord que le domaine du dessous, il a une aire qui est plus grande que l'aire du premier? Bon, eh bien, ce domaine, justement, maintenant, je vais le symétriser. Comme ceci. Donc, vous oubliez la première partie du haut, je l'enlève, celle-ci. Et celui-ci, je le symétrise. Mais comme je me suis débrouillé pour couper ici, pour faire en sorte que j'ai la moitié du périmètre d'un côté et la moitié du périmètre de l'autre, une fois que j'ai symétrisé, ben, j'ai bien le bon périmètre en tout. Mais par contre, le domaine que j'ai formé, il est plus grand. Donc, autrement dit, je suis obligé d'avoir cette propriété. Et si je prends donc si je coupe mon domaine en deux de sorte que j'ai le périmètre de chaque côté, le demi-périmètre de chaque côté, je dois avoir la même aire, je dois délimiter la même aire en haut et en bas. Ça va? Dernière étape. Et bien, dernière étape, en fait, on montre que forcément, donc finalement, j'ai pas besoin de m'occuper, ça dit que j'ai besoin de m'occuper de ce qui se passe que d'un seul côté. Donc regardez la figure ici, et imaginez, donc là j'ai dessiné uniquement un côté, d'accord? Puisque je l'ai coupé en deux avec exactement le même motif en haut et le même motif en bas, je coupe le domaine en deux. Et je regarde que ce qui se passe au-dessus. Et imaginez que les points ici, P et Q, ce soient des petits trous. D'accord? Vous imaginez que ce soit des petits trous, et imaginez une main qui appuie sur le point R en haut. Et donc regardez, si j'appuie sur le point R, bah, je vais avoir une figure qui ressemble à ça. Vous êtes d'accord? L'intérêt que j'ai, c'est de faire en sorte que ce triangle, en rouge, il ait l'aire la plus grande possible. Et bien justement, pour avoir l'aire la plus grande possible, ça vous pouvez démontrer, et là ça c'est un calcul, vous pouvez démontrer que celui qui va avoir l'aire la plus grande possible, c'est forcément un triangle rectangle. Et là, une fois que vous avez dit ça, donc là encore une fois c'est un calcul, hein, je ne vais pas vous présenter, mais une fois que vous avez dit ça, est-ce que vous connaissez... Enfin, je vais le placer ici. Est-ce que vous connaissez une propriété du cercle qui vous dit que si vous prenez n'importe quel point du bord, vous aurez forcément un angle droit? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ça. Vous avez un diamètre ici. Ça c'est le diamètre d'un disque, hein, donc, que je ne dessine pas en entier. Si vous prenez n'importe quel point du bord, vous avez ici un angle droit. Ben ça, il se trouve que ça caractérise un cercle. Et donc, justement, c'est le cœur de la preuve. Là, vous montrez que forcément, si vous prenez n'importe quel point du bord, vous devez avoir un angle droit. Et donc, terminer, c'est forcément un cercle. Donc voilà, vraiment, hein, c'est les trois étapes de la preuve de Steiner. C'est relativement simple, c'est-à-dire que là, je vous l'explique rapidement, donc je ne sais pas si c'est si compréhensible, mais en tout cas, c'est relativement simple, c'est purement géométrique, c'est vraiment c'est une jolie idée, mais encore une fois, avec une erreur dedans. Et cette idée, moi, elle me paraît intéressante parce que même s'il y a une erreur dedans, il faut savoir qu'elle a fait des émules, c'est-à-dire que cette idée, elle a été reprise, vraiment extrêmement développée au cours du XXe siècle, et que maintenant, ce qu'on appelle la technique de symétrisation de Steiner, c'est quelque chose qui est courant en recherche. C'est-à-dire qu'à partir d'une idée fausse, on a quand même pu l'exploiter et en faire quelque chose de très intéressant. Donc je vous dis, je trouve que c'est intéressant dans la démarche du raisonnement mathématique. Ça vous montre aussi qu'on peut faire des erreurs. Alors ça dépend de quel type d'erreur évidemment, mais ça peut être aussi intéressant d'apprendre de ces erreurs.
Juste pour vous montrer, voilà, si ici, donc vous voyez, ça c'est une carte de Paris. Alors, ça ressemble plus à une pomme qu'à un disque, mais quand même, vous voyez que l'idée est quand même là. Ici, la frontière ressemble quand même franchement à un disque. Et ici, ça c'est une carte. Alors, j'ai pas trouvé de carte de Carthage qui remonte à assez loin, mais ici, vous avez une carte de Cologne. Et c'est assez marrant de voir que vous avez un vis-à-vis avec un fleuve et que la frontière ressemble quand même méchamment à un demi-disque. Enfin, vous êtes d'accord ? Voilà, donc il y a sûrement quelque chose à retenir de tout ça. Juste pour continuer sur... donc, là, je vous ai parlé du problème de la reine Didon. Je vous dis, problème qui a intéressé les mathématiciens, en gros, voilà, jusqu'à la moitié du XXe siècle. Il y a un autre problème qui est aussi tout à fait fondamental et qui a beaucoup intéressé, alors notamment les mathématiciens et les physiciens du XIXe siècle. Donc, un physicien qui s'appelle Lord Rayleigh, qui est de comprendre le fonctionnement d'un tambour. Et alors, vous avez une équation physique que j'ai écrite juste pour vous faire peur, hein, ne cherchez pas à la comprendre, mais en gros, quand vous faites vibrer un tambour, quand vous tapez sur un tambour, la membrane va vibrer et le déplacement par rapport au repos suit une équation, donc ce qu'on appelle une équation aux dérivées partielles, ça s'appelle même l'équation des ondes. Alors, un point qui est très important, c'est que si tous les points d'un système mécanique, donc un tambour, tous les points du tambour vibrent avec la même fréquence, eh bien c'est ce qu'on appelle un mode propre. Voilà, définition. Et donc je vais juste vous montrer un petit exemple. Hop. Alors, il faut juste le temps que ça s'ouvre. Voilà. Alors, attendez, il ne se passe pas grand-chose. Je vais vous en montrer un autre. Voilà. Typiquement, voilà, ça c'est ce qu'on appelle un mode propre. Donc, en fait, alors évidemment, ce n'est pas évident en le voyant, mais tous les points ici, ce que vous êtes en train de voir, c'est la membrane du tambour. Hein. La membrane élastique du tambour, et donc tous les points vibrent à la même vitesse, enfin à la même fréquence, pardon. Où ça ? Ça ? Okay. Et voilà. Et je peux vous en montrer encore un autre. Hop. Encore plus chaotique. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des modes propres de vibration. Et donc, une propriété importante des modes propres, donc pour chaque tambour, pour chaque forme de tambour, donc vous pouvez penser évidemment aux tambours les plus courants qui sont des tambours de forme circulaire, mais vous pourriez imaginer n'importe quel type de forme pour un tambour. Ce qui est intéressant, c'est que du point de vue de la musique, si vous modifiez la forme du tambour, vous allez modifier aussi les notes que vous produisez. Donc une des questions qui a beaucoup intéressé donc, les physiciens du XIXe siècle, c'est de savoir quelle est donc, la note la plus basse que peut produire un tambour, la note la plus grave que peut produire un tambour. Et donc ça, c'est lié à ce qu'on appelle un mode propre de vibration. C'est ce que je viens de vous dire. C'est une configuration dans laquelle donc c'est une certaine façon en tout cas d'exciter la membrane du tambour pour laquelle tous les points vont vibrer à la même fréquence. Donc la question qui a été posée par Lord Rayleigh, c'est justement de savoir quelle est la note la plus basse que peut produire un tambour en jouant sur sa forme. D'accord ? Donc si vous vous donnez l'autorisation de créer des tambours qui aient n'importe quelle forme, ça peut être, donc la membrane, elle peut avoir une forme carrée, elle peut avoir une forme polygonale, elle peut avoir une forme vraiment complètement ésotérique. Quelle est la meilleure forme à donner au tambour pour produire la note la plus basse possible ? J'illustre en fait juste en dessous en quoi les modes propres sont importants pour comprendre les phénomènes vibratoires. Je ne sais pas si certains parmi vous sont déjà allés à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Donc, dans cette cathédrale, il y a une expérience qui avait été faite, qui est assez célèbre. En anglais, on dit l'expérience des Whispering Galleries. C'est une expérience dans laquelle vous voyez, donc là vous avez le chœur de l'église, et donc vous avez quelqu'un qui parle ici, quelqu'un qui écoute complètement à l'opposé,
et puis quelqu'un qui écoute au milieu. Et puis la personne en question qui est à l'entrée chuchote dans la direction du mur. Donc elle chuchote, vous voyez, selon la ligne rouge qui est ici. Donc chuchoter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros parler à haute fréquence. Hein. Et donc elle prononce un son, mais dans la direction du mur. Et ce qui se passe, la chose intéressante, c'est que la personne qui est à l'autre bout l'entend, mais pas la personne qui est au milieu. Et pourquoi? Parce que le son s'est propagé le long du mur, le long de la paroi. Et justement, il s'est propagé comment? Il s'est propagé selon ce qu'on appelle un mode propre. Vous n'avez pas envie d'aller à Londres, vous pouvez faire ça en béton. Ce qui est vrai, oui. Tout à fait. Ouais. Oui, exactement. Et donc, en tout cas, voilà, la compréhension des modes propres et justement de lien avec la géométrie, elle est très importante. Et donc, justement, voilà, ça a permis de formuler donc un problème, je vous dis par l'ordre Rayleigh, qui est, voilà, quelle est la forme du tambour qui va vous donner, quelle est la forme du tambour qui va produire la note la plus grave possible. Et ça, pareil, donc problème qui date de la fin du 19e siècle et qui a été résolu, lui, cette fois-ci, de façon plus rapide, mais justement parce qu'il y avait des outils qui étaient en train d'être développés pour ça, autour des années 20, par deux personnes qui s'appellent Faber et Crane. Et donc, je vous laisse deviner quelle est la forme du tambour qui permet de produire la note la plus grave possible. Non, un disque. Non, c'est pas un triangle, c'est un disque. Donc c'est la même réponse que pour le problème isopérimétrique. Donc ici, on pourrait se dire, tiens, ce sont toujours des disques qui donnent la solution. Antoine, il me reste un quart d'heure, très bien, ouais. Alors, justement, voilà, j'en ai terminé, disons, avec la présentation des problèmes académiques. Alors, ça peut, encore une fois, ça peut vous paraître lointain, et vous aurez raison. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, en écoutant ça, bon, c'est très gentil, mais ça reste assez éloigné de la réalité. Et effectivement, de toute façon, c'est vraiment des questions, ce qu'on appelle des questions fondamentales, qui permettent à la fois de développer des méthodes mathématiques et de comprendre ce qui se cache derrière certains phénomènes, mais très simples. Maintenant, je bifurque un peu dans l'exposé pour vous expliquer justement en quoi le genre de techniques qui ont été développées justement dans le cadre de cette recherche fondamentale, en quoi elle peut s'appliquer avec succès dans des domaines a priori qu'on n'imaginerait pas. Alors, je vais vous parler de moustiques maintenant. Donc vraiment, voilà, virage à 180 degrés. Alors, et de moustiques et plus spécifiquement de contrôle de moustiques. Donc ça, c'est des thématiques qui sont relativement récentes. Donc c'est des thématiques, tout à l'heure on parlait de mathématiques appliquées, qui sont évidemment à cheval entre mathématiques, biologie, santé. Typiquement, qui font appel à des épidémiologistes, à l'expertise d'épidémiologistes. Donc la question, c'est, elle tourne autour des mesures de contrôle de maladies qui sont propagées par les moustiques, qui agissent donc comme des vecteurs de maladies. Ces maladies en question, par exemple, on peut parler du chikungunya ou de la dengue. Donc focalisons-nous sur la dengue. Alors je ne sais pas si vous savez, mais la dengue, donc c'est une maladie qui, jusqu'à il y a peu de temps encore, était considérée comme une maladie tropicale, et puis qui a largement débarqué en France. Notamment, là c'est une carte qui est de toute façon assez vieille, qui doit dater d'il y a 3 ou 4 ans. Vous voyez que les zones rouges, en fait, ce sont les zones dans lesquelles vous avez une forte présence du moustique tigre. Et si on dessinait la carte là de 2023, il y a beaucoup de zones jaunes là qui passeraient au rouge. Donc les moustiques tigres, en fait, ce sont principalement les vecteurs justement de ces maladies. Et dans le sud de la France, on commence à voir des cas de dengue. Donc raisonnablement, il y a malheureusement un vrai risque que dans les années à venir, il y ait des épidémies de dengue en France. La question est la suivante. Donc, comment fait-on pour lutter contre cette maladie, contre la propagation de cette maladie? Une façon de faire, c'est de dire on va tuer les moustiques. Donc, par exemple, on va épandre des insecticides. Bon, très bien, mais comme vous le savez, ce n'est pas forcément l'idée du siècle si vous avez des populations qui vivent à côté. Une autre solution qui est assez remarquable, c'est de dire on va utiliser les moustiques pour lutter contre les moustiques. Dans le sens suivant, donc, en fait, on va empêcher, ça paraît bête à dire comme ça, mais on va empêcher les moustiques de se reproduire. Donc pour ce faire, alors il y a plusieurs techniques. Donc ici, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails, je vous donne vraiment juste l'idée principale. Mais par exemple, il y a une technique qui consiste à injecter une bactérie dans des moustiques qui ont été élevés en laboratoire.
Cette bactérie, pardon, elle s'appelle Wolbachia. Et ce qu'on fait, c'est que ces moustiques qui ont été élevés, ensuite on va les relâcher dans la nature. On va les relâcher typiquement dans des endroits où il y a beaucoup de moustiques, ou en tout cas où il y a un risque de propagation d'épidémies. On les relâche, et comme en fait ils sont infectés par cette bactérie, ils ont du mal à se reproduire. Ça va les rendre plus ou moins stériles. Et donc on espère qu'en faisant ceci, eh bien, on arrive à coloniser une population de moustiques à partir d'une autre. On arrive à faire en sorte que les moustiques, finalement, ils vont copuler, mais il n'y aura pas de larves. Donc, autrement dit, mécaniquement, on va baisser la proportion de moustiques, donc typiquement de moustiques tigres, et donc on va baisser la proportion de vecteurs. Donc, il y a une autre technique, alors c'est pas très glamour, mais une autre technique qui s'appelle la technique de l'insecte stérile, dans laquelle vous faites pareil, vous élevez des moustiques en laboratoire et vous les emmenez dans l'hôpital le plus proche pour les irradier. D'accord ? Donc, vous les emmenez dans un irradiateur, ils passent au rayon X, et quand ils ressortent, ça a largement diminué leur capacité à se reproduire. Mais toujours la même technique, ensuite on va les relâcher dans la nature en espérant qu'une population en colonise une autre. Juste voilà, pour la petite blague, je vous montre une photo d'un lâcher de moustique donc qui a été fait en Polynésie française. Donc c'est en fait, alors pourquoi en Polynésie ? Parce qu'en fait, ce lâcher de moustique a été fait à côté d'un hôtel de luxe, et justement l'essai a été payé par les personnes de l'hôtel pour éviter que les moustiques viennent importuner les résidents, qui payaient très cher pour leur séjour. Devinez qui effectue ce lâcher de moustiques. Donc vous voyez dans la petite boîte blanche là, vous avez des moustiques. Là, la personne qui effectue le relâcher vient d'enlever l'opercule, donc il s'apprête à relâcher tous les moustiques. Qui est-ce à votre avis ? Non ? Non, c'est quelqu'un d'un peu plus connu que le directeur de l'œuvre. Qui ça ? Barack Obama, oui. C'est Barack Obama qui effectue le lâcher de moustiques. Alors justement, donc je vous traduis ce transparent. Donc le système Wolbachia. Donc Wolbachia, c'est la bactérie qu'on va injecter dans les moustiques. Donc c'est des bactéries endosymbiotiques, ça veut juste dire qu'elles vivent à l'intérieur de leurs hôtes, les hôtes ce sont les moustiques. Manipulateur de reproduction, bah oui, parce qu'un moustique qui a été infecté par Wolbachia, lui-même, il aura des capacités de reproduction qui seront diminuées. L'incompatibilité cytoplasmique, c'est justement le phénomène biologique qui est à l'origine de ce que je vais vous dire maintenant. Ici, vous avez, alors c'est en anglais, ici vous avez un tableau qui résume ce qui se passe lors d'un rapport entre deux moustiques, mâles et femelles. Donc si vous avez deux moustiques qui sont infectés par Wolbachia, la larve est elle-même infectée par Wolbachia et donc les capacités de reproduction seront réduites. Un moustique mâle sain avec une femelle infectée donnera une larve infectée. En revanche, une femelle saine avec un mâle infecté ne donnera pas une larve infectée, et puis sain, évidemment, ça donne un individu sain. Le petit schéma qui est en dessous, c'est voilà, le principe. Donc ça rentre dans le cadre d'un programme mondial. Donc ce programme mondial, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la France, il y a plein de zones, il y a le Brésil, il y a Cuba, il y a la Polynésie, comme on a vu, il y a la Réunion, qui est en France, mais qui n'est pas en métropole. Donc en tout cas, il y a plein de territoires qui sont touchés, dans lesquels c'est pertinent de mettre en œuvre ce type de technique. Et donc ici, vous voyez que le schéma est le suivant. Vous avez des moustiques sauvages, donc c'est les moustiques qui sont en bleu foncé. Vous relâchez petit à petit des moustiques qui ont été infectés par cette bactérie, et l'idéal c'est à la fin d'obtenir ça, c'est-à-dire des moustiques qui seraient uniquement infectés. Voilà. Situation qui n'arrive jamais, parce que de toute façon, il n'est pas possible à la fin de n'avoir que des individus infectés. De toute façon, on a beaucoup de mal à connaître précisément le nombre de moustiques sur place. Donc voilà, ce genre de technique est en général assez efficace pour baisser le nombre, pas tellement pour baisser, mais pour maintenir un nombre de moustiques assez faible. Au passage, on ne relâche que des mâles, que des moustiques mâles. Est-ce que vous savez pourquoi ? Ouais. Oui, non. Oui ? Oui, c'est ça. Ce sont les femmes qui piquent, effectivement. Enfin, les femelles. Ce sont les femelles qui piquent. Oui, effectivement. Donc d'ailleurs, voilà, il y a des techniques assez rigolotes, si on veut, pour trier les moustiques et ne récupérer justement que des moustiques mâles.
Pourquoi? Parce qu'évidemment, si vous commencez à relâcher, donc ces lâchers de moustiques, hein, moi par exemple, j'avais participé à un lâcher de moustiques à La Réunion, ils sont faits dans des zones résidentielles, hein, donc évidemment, si vous commencez à lâcher plein de moustiques près d'habitations, forcément les habitants ne vont pas être ravis. Enfin, si les moustiques en tout cas sont susceptibles de les piquer. Et donc en tout cas, voilà, les mathématiques dans tout ça, et quel est le lien avec les formes? Alors justement, peut-être concentrez-vous surtout sur le petit schéma qui est en bas. Dans le petit schéma, en fait, vous voyez, vous avez en abscisse, vous avez des moustiques, enfin, vous avez les proportions de moustiques qui sont sains, pardon, excusez-moi, les moustiques sains en abscisse, et en ordonnée, vous avez les moustiques infectés. Et en fait, tout ce que vous voyez, les lignes ici, ce sont des espèces de courants qui vont vous amener à long terme vers les situations qui sont décrites vers les petits points. Donc les petits points que vous voyez là, ça s'appelle des états stationnaires en mathématiques. Ça vous dit que si vous avez une certaine proportion au départ de moustiques, eh bien le système biologique va suivre les espèces de lignes là que j'ai dessinées pour se retrouver vers un des petits points. La question c'est, ici vous voyez, cet état-là c'est l'état 0,0, ça veut dire que vous avez 0 moustique infecté, 0 moustique sain, ça n'arrive jamais. Ici, vous n'avez que des moustiques sauvages. C'est la situation dont on part en général. La situation, avant d'introduire des moustiques qui ont été infectés, vous n'avez que des moustiques sauvages. La situation du milieu, elle ne nous intéresse pas trop parce que de toute façon, elle n'est pas stable. Hein, c'est-à-dire, dès que vous faites une petite perturbation, tout est chamboulé. Et celle qui va nous intéresser beaucoup, c'est celle-ci. C'est une situation dans laquelle vous n'avez plus que des moustiques infectés et vous n'avez plus aucun, vous voyez, vous êtes à 0 ici, vous n'avez plus aucun moustique sauvage. C'est une situation qu'on ne peut jamais atteindre. Mais en tout cas, on aimerait beaucoup s'en rapprocher. Et donc les mathématiques, où interviennent-ils? Ça, je vais vous expliquer après, ce sont les résultats. Mais donc, quel est le lien avec les formes qu'on vient de définir? Et bien, typiquement, ces techniques-là, elles sont compliquées à mettre en œuvre, elles dépendent de beaucoup de paramètres, et leur efficacité, elle est très relative. Une des questions qui est importante dans le domaine, c'est de savoir, par exemple, dans quelle zone vous faites les relâchers. Imaginez, par exemple, La Réunion, donc, qui est une île. Vous avez une bonne connaissance du territoire, vous savez à peu près où il y a des moustiques infectés, typiquement dans ce qu'on appelle des ravines. La question c'est, évidemment, vous pouvez élever des moustiques en laboratoire, mais vous ne pouvez pas en élever trop, ça a un coût. Comme je vous disais, à La Réunion, par exemple, quand ils vont irradier les moustiques, ils le font à l'hôpital, donc ça veut dire que l'irradiateur qui sert à irradier les moustiques, il ne sert pas à essayer de guérir des malades pendant ce temps-là. Donc tout ça a un coût humain, un coût financier, et donc on n'est pas capable de produire plus d'une certaine quantité de moustiques par semaine. Question, qu'est-ce qu'on en fait de ces moustiques? Est-ce qu'on les répartit un peu au hasard? Est-ce qu'on peut cibler certaines zones? Et donc dans ce cas-là, si on veut cibler des zones, ça veut dire qu'il faut les délimiter mathématiquement. Et donc vous voyez là le lien avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Problème d'optimisation de forme. On veut trouver les meilleures zones dans lesquelles on aura, alors dit comme ça, c'est pas terrible, mais la meilleure colonisation possible des moustiques infectés, enfin des moustiques sains, des moustiques sauvages qui peuvent transmettre la dengue, par des moustiques qui ont été infectés. Et donc voilà, question, quelle est la meilleure forme possible, quelle est la meilleure région possible dans laquelle on doit effectuer ces relâchés. Et donc typiquement, pour le faire, on utilise tous les outils qui viennent de ce que je vous ai présenté avant, et on utilise beaucoup l'outil informatique, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre le problème en équation, et après on le donne, disons, à résoudre à un ordinateur en utilisant des méthodes adaptées. Et donc simplement ici, les petits graphiques que vous voyez, ici c'est les dynamiques, c'est-à-dire qu'en abscisse vous avez le temps, et donc en rouge vous avez les moustiques infectés par la bactérie Wolbachia, donc vous voyez que la courbe est croissante, hein, la population de moustiques infectés croît, et ça c'est exactement le schéma idéal, hein, et la population en bleu de moustiques sauvages décroît. Et ici, alors on a traduit justement, quand je vous ai dit qu'on proposait un problème d'optimisation, il faut quand même dire qu'est-ce qui va être le meilleur, quoi. Il faut préciser le critère. On veut optimiser, on veut maximiser, minimiser, mais par rapport à quoi? Donc ici, en gros, on a un critère qui nous dit qu'il sera très petit si on est proche de ce point-là, c'est-à-dire le point dans lequel on a plus que des moustiques infectés, et plus aucun moustique sauvage. Et donc ici, vous voyez que le critère, plus il est petit, plus ça nous dit qu'on s'est rapproché du point qu'on visait. D'accord?
Eh bien, donc voilà, sur cet exemple particulier, en tout cas, voilà un exemple résolu par les mathématiques et dans lequel, en tout cas, la stratégie s'est avérée assez efficace. Je vous propose de alors je vous aurais bien parlé de la nage optimale, mais je n'en ai pas le temps, donc je vous propose de m'arrêter là. Et puis, je suis à votre disposition si vous avez des questions.